s'il y avait le moindre doute sur ce qui est visé par ce texte, qui en reste à quelques généralités redondantes et inutiles, les interventions que nous avons entendues nous auront suffisamment éclairés. Vous visez l'islam et vous le faites sans discernement, en tenant pas compte de ce qu'est l'histoire profonde de la France, à qui les guerres de religion n'ont jamais rien valu de bon. Que faisons-nous à cette heure? Nous combattons le djihadisme politique terroriste. Voilà ce que nous faisons. Alors, si nous le combattons, il faut s'en donner les moyens. Et le premier de ces moyens, c'est de ne pas lui donner la victoire, en lui attribuant une capacité à représenter les musulmans de France qu'il n'a pas, et en acceptant de nous diviser entre Français selon notre religion. Voilà les deux points qu'il faut refuser au djihadisme. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire à cette tribune, en commençant par dire que je partage la souffrance des musulmans de Brétigny qui ont été agressés hier par une voiture bélier contre leur mosquée. Comme je m'étais associé à l'unique protestation qui se fit dans ce pays après les attentats à la mosquée de Bordeaux avec la manifestation du 10 novembre. Votre texte invente l'eau chaude. Il répète que la Constitution s'applique à tout, la belle découverte, décrétée pendant que vous y êtes, que tous ceux qui cessent de respirer sont condamnés à mort. Et vous aurez fait la même avancée. Ça n'a pas de sens. Le moment est venu de se rappeler que 80% des victimes du djihadisme sont des musulmans. Dans le monde entier, et y compris sur notre territoire, lorsque, par exemple, le premier attentat abominable à Nice a fait des victimes de toute religion, nous le savons tous très bien. Il ne faut pas donner le poing à nos ennemis. À cet instant, j'ai le cœur serré en pensant à ceux de mes camarades assassinés en Algérie par l'islamisme politique. J'ai le cœur serré en pensant à mes camarades Choukri Belaïd et Mohamed Brahmi, assassinés en Tunisie parce qu'ils étaient des dirigeants du Front populaire qui voulaient proclamer le caractère laïque de la République tunisienne. Ne les confondons pas, ne les oublions pas, ne les méprisons pas. Ces musulmans, dans une tradition qui commence avec Averroès, qui se retrouve dans le mutazilisme, se sont toujours opposés à ce que la loi religieuse s'impose sur la loi de la cité. Et dans le Coran, si vous voulez le savoir, cela est écrit en toutes lettres. Après, vous pouvez toujours dire que 74% des jeunes musulmans pensent que la loi de Dieu est au-dessus de la loi civile. Mais 100% des croyants pensent que la loi de Dieu est au-dessus de toute liste, au-dessus de toute loi. Et s'ils ne le croient pas, alors ce sont des hérétiques ou des mécréants. Mais bien sûr, tous respectent. On peut accepter la loi de Dieu et ensuite accepter la loi civile. Et c'est ce que font les croyants qui, par exemple, ne veulent pas de l'avortement, mais respectent la liberté de l'avortement. Ils ne se l'appliqueront pas à eux. Et ça n'a empêché aucun chrétien qui croit au premier des articles du Décalogue « Tu ne tueras point » de faire son devoir au service de la patrie, quand bien même cela signifiait qu'il fallait tuer beaucoup, hélas, 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 et entre chrétiens comme entre Français et Allemands. La guerre de religion ne vaudra jamais rien à la France. 3 siècles de guerre entre catholiques et protestants, après 1000 ans de mauvais traitements à l'égard des Juifs. Où tout cela nous a menés? Nulle part, jusqu'à la grande loi de 1905 qui dit la seule chose qui vaille. L'État ne reconnaît aucune religion. Votre texte est d'une hypocrisie absolue. Avez-vous l'intention de dissoudre les partis identitaires et suprématistes blancs qui existent en France? Non. Avez-vous l'intention de dissoudre la Ligue de défense juive, qui a grossièrement insulté les parlementaires de la France insoumise et les a obligés à quitter sous la protection de la police une manifestation, organisation qui est déclarée terroriste en Israël et aux États-Unis d'Amérique? Non plus. Avez-vous l'intention de cesser les relations avec les régimes islamiques qui, chaque année, condamnent des dizaines de personnes à la peine de mort ou à la lapidation? Non plus. Nous sommes en train de perdre notre temps et de donner à la France une image lamentable. Non, il n'y a pas de guerre en France contre les musulmans. Il y a la laïcité, la loi implacable qui s'applique à tous.
de la même manière. Et c'est seulement cela, collègues députés de la Corse, qui vous donne raison. La République française est indivisible en ce sens que la loi décidée par tous s'applique à tous. La seule communauté qui soit admise en France est la communauté légale. Je reviendrai dans mes amendements sur ce qui me reste à dire sur le reste. Rappelez-vous de ça. Pas de guerre de religion en France. J'insiste sur l'enseignement de l'histoire. Le texte de 1905 a été fort laborieux à faire admettre. Et ne venez pas tous vous en rengorger, car les différents bancs ici ne réagissaient pas de la même manière à chacun des aspects. Sur bien des points, les exagérés des deux camps ont été battus. Parce que le chemin qu'on a cherché à trouver, c'est comment on en finissait avec quelque chose qui était interminable, qui était les guerres de religion ouvertes ou larvées dans notre pays. Vous avez l'air de sous-estimer ce qu'elles ont pesé depuis le début, les massacres auxquels a donné lieu, les divisions entre Français. Ne recommençons pas, au moment où nous avons le devoir historique de finir une étape de rassemblement du peuple français depuis les 50 dernières années, à nous abandonner à des excès et à des mises en cause qui ne font qu'à nuire à l'unité de la patrie. Nous pouvons y arriver tranquillement en appliquant la Constitution que je condamne, mais le bloc des droits de l'homme que j'approuve, et avec des méthodes juridiques qui sont déjà dans la loi. N'essayons pas de faire plus que ça parce que nous allons aller à des désastres, c'est-à-dire à un véritable séparatisme où une partie de la population aura le sentiment qu'elle est rejetée par l'autre. Voilà ce que la France doit à tout prix éviter. Il faut faire France de tout bois à chaque génération et c'est notre devoir à chacun d'entre nous. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Naturellement, ce n'est pas vrai et c'est fort mal appliqué. Le moment venu, cela sera appliqué avec fermeté. Mais ça rajoute sur aucun de ces territoires. Ce qui veut dire qu'en effet, le Concordat, qui est le résultat de l'occupation allemande, le Concordat qui est le résultat de, premièrement, Napoléon Ier et deuxièmement, le maintien de la loi après l'occupation allemande, doit être abrogé. D'autant qu'il ne reconnaît qu'une partie des religions qui sont pratiquées en Alsace-Moselle. Et je dis bien le Concordat, pas le droit social de cette région, parce que moi je suis pour l'étendre à toute la France, ce droit social. Je n'en dis pas plus, mais comme je suis heureux une fois de plus de voir que vous renoncez à vos sornettes. Monsieur Ciotti, vous êtes venu après d'autres nous dire que l'identité de la France, c'était la République, et la République, la laïcité. Bravo, vous renoncez donc à l'idée d'inscrire dans la Constitution la tradition chrétienne, comme vous l'avez fait avec 15 autres députés LR. Le Parti chrétien-démocrate, qui est votre allié, qui prétend que la France est la fille aînée de l'Église, vous y renoncez également. C'est un grand bonheur pour moi que cette journée. Mais je vous le redis, vous avez tort, monsieur Ciotti. La formule « pas d'ennemis, pas de liberté pour les ennemis de la liberté » est très dangereuse et il ne faut pas l'accepter. Quant à vous autres de l'extrême droite, c'est une joie de voir que vous avez mis à distance M. Zemmour et Mme Marion Maréchal Le Pen, qui, elle, dit que le problème, ce n'est pas la laïcité, ce n'est même pas la République, c'est la France. Parce qu'elle, elle distingue la France de la République et de la laïcité, ce qui, naturellement, consiste à pousser le bouchon beaucoup plus loin que la définition que nous avons tous ici en commun de la patrie, qui est la communauté, seule communauté légale. La seule communauté, c'est la communauté légale, et celle-ci, c'est la République et la laïcité, et il est interdit de conspirer contre ces institutions. Je vous remercie. Madame la rapporteure, quel est votre avis ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mélenchon, j'émettrai un avis défavorable à votre amendement pour deux raisons. Ce que vous considérez comme un paradoxe, c'est-à-dire affirmer le principe de laïcité et en même temps reconnaître le régime concordataire, je pense que c'est au contraire ce qui fonde notre République, qui n'est pas faite d'un bloc, d'une seule facture, mais qui est aussi le fruit d'une histoire riche, douloureuse parfois. Et donc nous pouvons considérer qu'il y a des différences de régime qui peuvent exister dans certaines parties de notre territoire. Je rappelle que le régime concordataire est antérieur à la loi de 1905 et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2013, n'est pas revenu, n'a pas envisagé de revenir sur cette exception, position à laquelle je me rallie. Monsieur le ministre, quel est votre avis ? Bien, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Monsieur le Président Mélenchon, votre amendement a deux objectifs. Premier objectif, il tente à inscrire dans la Constitution
la définition de la laïcité donnée à l'article 2 de la loi de 1905. De ce point de vue, votre amendement est déjà satisfait. Il suffit de relire l'article 1er de la Constitution et les décisions du Conseil constitutionnel de 2013. Les choses sont très claires. Vous souhaitez ensuite que l'on revienne sur la question particulière de l'Alsace-Moselle. Alors, on vient de vous rappeler, et de ce point de vue, Madame la rapporteure a entièrement raison, que ce régime date d'il y a bien longtemps, qu'il est antérieur à la loi de 1905. Je vous rappelle, quant à moi, que le constituant de 46 puis celui de 58 n'ont pas entendu remettre en cause ces équilibres. Et ces équilibres, le gouvernement y est particulièrement attaché. Vous auriez pu également citer la Guyane, et vous ne l'avez pas fait dans votre amendement. Défavorable. Je vous remercie. Bien, nous avons 2 prises de parole. Monsieur Reiss. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais m'opposer fermement, évidemment, à cet amendement qui est proposé par M. Mélenchon. Et M. Mélenchon, la laïcité à l'alsacienne, ça fonctionne très bien. Je voudrais vous le dire. Lorsqu'il y a des événements graves, je pense par exemple aux derniers attentats qu'on avait à Strasbourg, nous avons dans ce cas-là des communiqués communs immédiats de la part de plus hauts responsables des religions catholiques, protestantes, juifs, musulmans, qui savent se mettre d'accord et qui savent dire que nous ne sommes pas, évidemment, en faveur de ce genre d'événements et que nous nous opposons fermement à ceux qui les provoquent. Lorsque nous avons, par exemple, une inauguration d'un bâtiment public, il est fréquent qu'un responsable religieux participe à cet événement, comme il est fréquent que des politiques, un député ou un sénateur, prennent la parole à l'intérieur d'une église lors de cérémonies religieuses. Donc voilà comment nous fonctionnons. C'est pour ça que nous sommes totalement opposés à cela. Je vous remercie, Monsieur Thiébaut. Oui, merci Monsieur le Président. Déjà rectifier, mais ça a été dit, rectifier déjà une erreur qui a été faite. Le concordage n'est pas issu du droit allemand, c'est un héritage du droit napoléonien, en fait. Qu'on soit bien d'accord, de 1802. Deuxième chose, en 1919, suite au traité de Versailles, il y a eu consultation de la population par l'État français, et la population a notifié son attachement à la République française, mais aussi au fait de garder un certain nombre de spécificités propres à son territoire, et comme ça a été très bien dit par Madame la rapporteure, aussi issues de son histoire qui a été tumultueuse. On ne va pas refaire ici l'histoire d'Alsace-Moselle, vous la connaissez, et vous savez comme ce territoire était souvent touché par de nombreuses guerres. Donc, c'est déjà une chose. Autre précision aussi, on parle du Concorde d'Alsace-Moselle, je rappelle qu'en Guyane, c'est le cas aussi. En Guyane, c'est le cas aussi. Et je pense que là aussi, il ne faut pas l'oublier. D'autre part, sur le territoire, moi je pense que le Concordat, je vous invite à venir, mon cher collègue, et vous verrez que c'est surtout, avant tout, un espace aussi d'expression, de concertation avec les élus, avec la République et avec les religions, ils le reconnaissent comme tel. Donc voilà, moi je rappelle juste un petit truc, si vous me permettez, Monsieur le Président, très rapidement. Le Concordat, ça a aussi permis aux religions de se structurer. Et notamment, je pense à la religion juive, où à l'époque, Napoléon leur avait posé ces questions. Au moment où il y avait dans les religions même des interrogations vis-à-vis de la République. Et aux questions auxquelles ils ont répondu et qui peuvent nous interroger sur ce que nous vivons aujourd'hui. Les questions, je vous en donner juste quelques-unes très rapidement. Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers ? Dans l'un et l'autre cas, quels sont les rapports que leur loi leur prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça a permis de structurer la religion, de se positionner aussi entre la religion et l'État. C'est peut-être des interrogations aujourd'hui sur lesquelles on peut se poser sur la manière dont ça a été fait à l'époque. Donc, une fois de plus, une attaque en règle par rapport à des spécificités territoriales qui sont bien reconnues en plus comme une tradition républicaine par notamment le Conseil constitutionnel en 2013. Voilà, merci. Donc je m'oppose clairement. Monsieur Mélenchon, puis... Nous sommes en désaccord profond. Moi, je reconnais votre cohérence, admettez la mienne. Je suis pour que la loi laïque de 1905 s'applique sur tout le territoire national. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu des discussions avant, je donne mon point de vue à cette heure. Et j'ajoute ceci.
Vous êtes prêts certainement à reconnaître dans votre concordat les mêmes droits pour toutes les religions? Non, ce n'est pas le cas. Une seule religion n'est tenue à l'écart. Mais par contre, vous dites que vous souhaitez un dialogue et que même on peut, dans certains cas, appliquer une autre loi que la loi laïque. Mais c'est exactement le contraire de ce que vous allez raconter tout le reste du temps et de ce qu'il y a dans la loi des Républicains qui est proposée actuellement. Oui, il faut que la loi laïque s'applique partout. Vous êtes embarrassé. C'est la première fois que j'entends utiliser un argument pareil sur le fait que ce serait grâce au Concordat que les Juifs de France auraient trouvé leur manière de s'organiser. Voyez-vous, les persécutions dont ils ont fait l'objet les dispensaient d'avoir à s'organiser autrement qu'en résistance. Eh bien non, je ne suis pas partisan du Concordat de Napoléon. Et s'il a été maintenu, c'est parce que les Allemands qui nous avaient envahis en avaient maintenu le principe et l'application. Ne changez pas l'histoire. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Les sentiments, j'achève, collègues, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Allez-y. J'achève en vous disant que je ne doute pas un seul instant de la qualité républicaine des sentiments des Alsaciens et des Mosellans et de leur clergé, quel qu'il soit. Mais la loi est la loi. Duralex, c'est de l'ex, elle s'applique à tout le monde, à vous comme aux autres. Voilà près de 10 ans qu'un ennemi nous a déclaré une guerre de conquête. Cet ennemi, c'est l'islamisme. Cet ennemi, il cherche à détruire tout ce que nous sommes et tout ce que nos prédécesseurs, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ont construit au fil des années. La liberté, l'égalité et au fond, une certaine idée de notre civilisation. Cet ennemi, nous devons le combattre par les armes du droit, nous devons le combattre par le réarmement de la nation. Et nous devons, oui, monsieur le garde des Sceaux, inscrire dans la Constitution que nul parti politique ne peut avoir comme projet de soumettre la République à une autre loi que celle de la République. Nous devons, oui, affirmer dans le texte de la Constitution que les partis politiques doivent respecter le principe de laïcité. En faisant cela, nous n'interdirions nullement à tel ou tel mouvement de se référer à une tradition philosophique ou religieuse, certes non. Mais en revanche, nous serions capables d'interdire ceux des partis politiques dont le projet est de détruire ce que nous sommes. Nous devons affirmer notre volonté de ne pas nous soumettre à l'islam politique. Nous devons réarmer l'État-nation et nous devrions, mes chers collègues, le faire dans un état d'esprit qui doit être celui de l'union nationale, de l'unité de toutes les forces démocratiques et républicaines. Ce combat est un beau combat, il devrait nous rassembler. Et quel plus bel endroit que la Constitution de la République pour réaffirmer solennellement cela. Je ne peux cacher à quel point je suis enchanté par ce que je viens d'entendre de M. Larrivé, parce que je suis sûr qu'il va aller le dire à Civitas et que les électeurs de ce mouvement seront sensibles à ce qu'il vient de dire. Ben oui, la loi permet déjà, monsieur, et c'est le code de sécurité intérieure qui dit très clairement qu'il est interdit de procéder à la provocation, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne, etc., etc., soit propage des idées ou des théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination. Par conséquent, nous sommes parfaitement équipés. Le problème qui se pose, c'est d'appliquer la loi, et je veux dire, je suis persuadé que tout le monde a envie de l'appliquer. La discussion, elle porte que sur les moyens d'appliquer la loi. Pour ma part, je crois au renseignement intérieur, je crois à l'infiltration, et je crois que c'est de cette manière-là qu'on se débarrasse de groupuscules violents, assassins, comme le sont les djihadistes islamistes. Il faut tirer la leçon de la manière avec laquelle d'autres pays ont combattu cette forme particulière de politique terroriste, pour bien comprendre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. C'est une erreur totale de leur donner un rôle surévalué parce qu'ils se sentent tout d'un coup d'une importance qui justifie leurs ambitions. Il s'agit de les écraser dans les moyens de la loi. Et vous n'avez pas besoin d'en rajouter dans la Constitution parce que ce que nous avons est déjà largement suffisant. Et ce matin, d'une certaine manière, j'espère qu'on aura surtout entendu qu'enfin,
toute la représentation nationale est passée sur la position d'une laïcité totale, complète et résolue, consubstantielle à l'idée de République française. Et ça, c'est un très grand moment, nonobstant les sottises que l'on veut nous faire adopter. Collègues, je me demande quelle tête vous feriez si le président de la République était déclaré Dalai Lama d'honneur ou imam d'honneur de la mosquée du Caire. Vous feriez sans doute la tête que je fais moi quand j'apprends, quand j'apprends moi que le président de la République française est premier et unique chanoine honoraire de l'archibasilique de Latran, c'est-à-dire curé d'honneur du pape, qu'il est coprince d'Andorre avec l'évêque de Séaudé-Ouriel. Cet amendement vous propose d'en finir avec ça. Mais pendant qu'on y est, on peut continuer la liste. Le président de la République est également chanoine honoraire des cathédrales de Saint-Jean de Maurienne, Saint-Julien du Mans, Saint-Maurice d'Angers, Saint-Jean de Lyon, Saint-Étienne de Cahors, Saint-Étienne de Châlons et des églises Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Martin de Tours et Saint-Germain-des-Prés. Mais dans la République laïque, une et indivisible, le président de la République ne peut pas avoir de titre religieux et c'est la raison pour laquelle, j'en suis sûr, vous allez voter avec moi parce que vous ne voulez pas qu'il soit imam d'honneur, donc vous ne voulez pas qu'il soit non plus chanoine d'honneur. Monsieur le Président Mélenchon, Marc Bloch nous a appris qu'être français, c'était vibrer à la fois à l'évocation de la belle fête de la Fédération, mais aussi dans le souvenir du Sacre de Reims. Nous avons une histoire, nous nous inscrivons dans une continuité historique et le président de la République française, héritier de ses prédécesseurs, s'inscrit lui aussi dans cette continuité historique. En faisant cela, nous ne mettons en cause naturellement aucun principe constitutionnel, mais nous sommes ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas ce que vous êtes. Nous pensons, nous, que l'histoire de France ne s'inscrit pas sur une table rase. Nous ne sommes pas des révolutionnaires constructivistes. Nous sommes les héritiers de notre histoire. Et je vais vous dire une chose, nous n'avons pas du tout l'intention de nous en excuser. J'espère que vous ne le croyez pas sérieusement. Nous sommes tous héritiers de notre histoire. Nous la méditons, nous la faisons partie de notre propre personne. Et dans l'histoire, il y a les continuités, évidemment. Évidemment, rien ne sort jamais de rien. Mais il y a les ruptures, et les ruptures font autant sens que les continuités. Et à mes yeux, elles en font plus. La rupture de la grande révolution de 1789 a plus de sens que le passé. Mais si je devais me référer au passé, monsieur Larrivé, alors je me tournerais plutôt que vers les rois bigots, comme le prétendu Saint-Louis qui martyrisa les Juifs, je me tournerais vers Philippe le Bel et son refus absolu d'obéir au pape Boniface, qui conduisit à la situation que vous savez, qu'à la fin, ce fut le roi qui eut le dernier mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas vrai, monsieur le ministre, je le dis amicalement parce que j'ai vu que vous aviez le sourire, nonobstant le masque. Le pape ne fait pas chanoine parce qu'il est chef d'État du Vatican. En tant que chef d'État du Vatican, il commence au garde suisse, c'est tout. Par contre, en tant que chef de l'Église catholique, il est le chef de sa propre basilique et c'est à ce titre qu'il nomme le président de la République chanoine d'honneur, qui peut le refuser, ce que fit le président Mitterrand, mais pas d'autres. Eh bien, j'en profite pour dire que je crois qu'il est bon qu'à un moment donné, on dise tout ça est charmant, c'est notre histoire, on s'en rappelle. C'est vrai, Henri IV, c'était très émouvant, il a changé 2 fois de religion, pourquoi pas, puisqu'à la fin, cela a permis la continuité du principe de la loi salique en France. Bien. Mais tout ça, c'est du passé. Et la modernité, ainsi que nous l'apprenons du fait des empiètements des religions, la modernité, c'est la laïcité absolue, complète et résolue dans tous les domaines. Et les premiers qui doivent s'y plier sont les plus éminents.